Donc, je m'appelle Frédéric Frenner, je suis chargé des questions d'Eveco et transition pour Réseauville et on est aujourd'hui dans le cadre plutôt du réseau national des centres de ressources politiques de la ville au sein du club d'Eveco pour le réseau. Donc, c'est un espace de travail en commun entre l'ensemble des centres de ressources politiques de la ville et on est ravis de vous accueillir pour ce premier temps collectif sur le sujet de l'emploi et des transitions. Alors effectivement, pour nous, c'est un sujet important parce que vous n'êtes pas censé savoir que les prochaines moutures des contrats de ville devraient s'installer progressivement courant 2024 et que deux thématiques, en tout cas, sont prégnantes sur nos territoires et aussi au niveau national, notamment les sujets de l'emploi. Donc, c'est pas un sujet nouveau, mais le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est aussi le lien avec les enjeux de transition. Et il nous semblait opportun aujourd'hui, en tout cas dans cette séquence, de pouvoir croiser ces deux sujets et pour voir de quelle manière les embrasser à la fois au niveau des réflexions nationales, donc c'est le cas avec nos partenaires aujourd'hui, mais aussi au plus local pour voir de quelle manière en fait les acteurs de l'emploi, les acteurs associatifs de l'économie sociale, les collectivités, les acteurs de l'État également, pouvaient s'en saisir pour travailler des trajectoires, en tout cas, plus réalistes, en tout cas, au travers de ces enjeux de transition. Donc, je fais exprès de ne pas citer les transitions parce que ça va être l'objet de nos discussions. Et voilà un petit peu l'idée générale, en tout cas, du contexte. Colline, si tu voulais prendre la suite pour présenter les objectifs. Bonjour à tous et à toutes et enchantée. Donc, Colline Bompard, chargée de mission développement économique à Labocité, donc le centre de ressources politiques de la ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme l'a dit Frédéric, effectivement, webinaire sur les questions qui relient emploi et transition. Et donc, on est parti un peu des constats dans ce club d'Eveco qu'il y avait quand même dans la société aujourd'hui une transition, des transitions à l'œuvre et qu'on pouvait peut-être aussi questionner l'impact ou pas sur les emplois, les métiers, les compétences. Et donc, à ce titre-là, un peu sur quelle filière ça agissait, auprès de qui, et puis comment ça se traduisait aussi dans les QPV qui sont des quartiers où il y a des gros enjeux de transition et où on connaît beaucoup les problématiques autour de l'emploi. Donc, on se retrouve dans ce webinaire pour 1 heure et demie ensemble. Donc, l'objectif, ça va être un peu de commencer par une première séquence de cadrage sur la question des transitions et puis faire ensuite le lien avec l'emploi. Donc, dans deux autres séquences pour montrer à voir peut-être les évolutions d'emploi grâce ou à cause de la transition et puis un peu les initiatives locales qui se créent, comment tout ça se concrétise. Et ça fera l'objet d'une séquence 2 avec pareil un cadrage de la part d'Emmanuel Sulzer. Et puis nous aurons une séquence 3 et une séquence 4 pour le coup plus tournée sur de la mise en contexte, donc séquence 3 sur les filières et l'emploi dans les quartiers et une séquence 4 sur anticiper les emplois et les compétences avec plusieurs interventions aussi là-dessus, Alliance Ville-Emploi, Maison de l'Emploi. Voilà. Mais donc, on va commencer doucement pour se mettre, ou fort, tout dépend, pour se mettre entrer un peu dans le vif du sujet et se mettre des éléments de cadrage autour de cette problématique. Donc, on avait cité dans le webinaire quelle perspective professionnelle pour les personnes éloignées de l'emploi et reliées transition et emploi. Donc, je m'adresse à vous, Thomas Godin, de l'ADEME, coordinateur sur la feuille de route emploi. Est-ce que dans cette ce petit temps de cadrage de 10 minutes, est-ce que si on vous parle de transition, vous pourriez nous donner, vous, votre définition et quels seraient les éléments que vous appuieriez là-dessus? Bien, merci pour l'invitation. C'est impressionnant, vous êtes très nombreux et je ne connais pas du tout les quartiers
la question des QPV encore, mais c'est voilà, c'est un sujet. Le sujet transition écologique et emploi me passionne depuis des années. Juste peut-être dire un mot quand même de ce qu'est l'ADEME, parce que tout le monde ne connaît pas l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc qui est sous la tutelle du ministère de l'écologie et aussi du ministère de la recherche, du ministère de l'énergie, puisqu'il y a eu un éclatement entre écologie et énergie. En termes d'experts, donc l'ADEME accompagne d'énormément de projets, secteur public, privé, associations, changement de comportement. Donc il y a toute une gamme d'activités pour être un peu l'outil de mise en œuvre de la politique de transition écologique. Et puis il y a une partie qui est un peu think tank, qui est comment conseiller l'État sur sa politique écologique. Donc quand mes collègues présentent l'ADEME à l'international, ils se disent c'est un think tank assis sur un porte-monnaie. Je trouve que ça résume pas mal le sujet. Alors après, en termes de compétences d'expertise, l'origine de l'ADEME ne doit pas être oubliée, c'est-à-dire que vu positivement, donc on a de l'expertise sur l'efficacité énergétique, bâtiments, logements, énergie renouvelable, économie circulaire, donc déchets, recyclage, éco-conception, qualité de l'air. Par contre, il y a trois points sur lesquels on n'est pas compétent. En termes de savoir, d'expertise, c'est la biodiversité, l'eau, puisque vous avez les agences de l'eau historiquement, donc ce sont des sujets d'actualité, donc je le mentionne au passage. Et puis évidemment, et aussi le nucléaire, qui n'est pas du tout dans le champ de compétences d'expertise de l'ADEME. Voilà, bon, ça ne nous empêche pas de réfléchir plus globalement sur comment bien faire dialoguer les acteurs de l'emploi et les acteurs de l'écologie. Et donc, j'y travaille depuis le Grenelle de l'environnement. Donc, et je travaille depuis 2008 avec Alliance Ville Emploi, qui est qui va être présentée tout à l'heure. Voilà. Donc, alors, on me demandait des éléments de cadrage. Donc, je vais vous en donner. Enfin, c'est un point de vue un peu subjectif, mais je vais vous dire directement à la conclusion, puisque vous êtes pour beaucoup d'entre vous, vous êtes liés aux questions de développement économique dans les territoires. Eh bien, nous, côté transition écologique, pour faire avancer la transition écologique, on a besoin que la compétence des maisons de l'emploi ou la compétence maison de l'emploi soit activée dans tous les territoires. Et là où il n'y a pas de maison de l'emploi, nous pensons, avec Lucie Bec-de-Lièvre aussi, enfin, elle confirmera ou elle affirmera tout à l'heure, qu'il faut absolument développer cette fonction et que les personnes qui s'occupent de développement économique, justement, peuvent avoir tout à fait les compétences pour pouvoir élargir leur scope et intégrer la fonction maison de l'emploi. Alors, comment je vais arriver à vous démontrer tout ça en moins de 10 minutes? Donc, je vais partir du cadrage, ce qu'on me demandait de faire l'exercice. Expliquer ce que c'est que la transition écologique. Et donc, alors j'ai une collègue qui intervenait devant le réseau des opérateurs de compétences il y a quelques jours, qui disait qu'il y avait autant de définitions de la transition écologique qu'il y avait de personnes à l'ADEME. Donc, effectivement, alors il y a, en fait, je vais vous donner surtout un conseil, c'est de ne pas rester sur ce que j'appelle une vision externe de la transition écologique. Si vous voulez saisir les opportunités de la transition écologique, il faut essayer de comprendre. Alors, je me suis fait un petit note mémo. Hein. Mon propos sera peut-être un peu artificiel, mais je suis un peu mes notes pour essayer de rester dans le timing, parce que sinon, je déborde trop largement. Et donc, les collègues s'en sont rendus compte à nos premiers entretiens. Donc, le conseil, c'est vraiment essayer de regarder la transition écologique vue de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire tenir les objectifs qui sont fixés et bâtir de nouveaux objectifs plus ambitieux tout en étant réaliste. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a donc c'est la transition écologique vue de l'intérieur, c'est le cas où on se soucie de des objectifs existants et on a peur d'échouer à tenir ces objectifs et on se pose la question aussi comment on veut être plus ambitieux. C'est différent de la transition écologique vue de l'extérieur, qui est une position, je dirais, un peu plus attentiste, voire défaitiste ou spéculative, qui consiste à dire, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner, la transition écologique, mais il doit bien y avoir des occasions à saisir. Comment on peut faire pour saisir ces occasions? Mais finalement, peu importe que les acteurs publics et le tissu autour qui portent la transition écologique réussissent ou échouent dans son affaire.
je pense que cette posture, qui est la posture générale de l'économie générale, elle n'est pas, elle est sans grand, enfin, elle n'est pas très intéressante. C'est pour ça que c'est pas la peine de prendre trop de temps à qualifier la transition écologique. Vous suffit de taper sur ChatGPT transition écologique, c'est ce que j'ai fait avant de faire l'exercice, et le résultat n'est pas mauvais du tout. Vous avez, on obtient, et donc il y a tout un pavé en résumé. Ils disent, en résumé, la transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires environnementaux. Moi, je prends, hein, c'est pas la peine de… L'enjeu n'est pas dans la question de la définition exacte de la transition écologique, mais la façon dont on se mobilise pour tenir les objectifs et pour en créer d'autres et qui soient réalistes. C'est tout le problème qui se pose pour nous, et on le voit par exemple pour la question du logement, 500 000 logements rénovés par an, c'est un objectif de la loi de transition écologique par la croissance verte. On est toujours en train de nous battre pour essayer de tenir cet objectif. Et voilà, c'est ça notre fil conducteur. Alors, pour parler de ce que fait aussi l'ADEME, donc nous, par rapport à la question qui est comment les publics cibles éloignés de l'emploi peuvent bénéficier des opportunités de la transition écologique, nous, côté ADEME, on ne fait pas de discrimination positive. Donc, toutes nos études, nos travaux qui peuvent éclairer certains marchés, vous avez notamment une étude que l'ADEME renouvelle d'année en année qui s'appelle « Marché et emploi liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables » ou liés à la transition écologique d'ailleurs, énergétique, parce qu'il n'y a pas les autres champs. Bon, cette étude, on l'a fait pour tout le monde. Après, les acteurs économiques s'emparent un peu du sujet, avec d'ailleurs une grosse limite, c'est que nous, dans l'immense majorité des cas, sauf le bâtiment, où on travaille en partenariat étroit avec des acteurs de l'emploi, on ne fait pas des études d'impact sur l'emploi en réalité, on fait simplement de la traduction en équivalent temps plein du temps de travail mobilisé par certains développements de marché écologique. Mais c'est pas, il y a une grosse marche entre ces équivalents temps plein et la réalité des métiers et du marché du travail. Voilà. En tout cas, nous, par contre, ce qui fait que quand même nos travaux peuvent bénéficier aux acteurs avec des publics particuliers. Donc, c'est que nous, on a ce partenariat avec Alliance Ville Emploi, donc qui est à la fois tête de réseau national des maisons de l'emploi, des plis et des animateurs de la clause sociale d'insertion. Donc, du coup, ils bénéficient plus rapidement, ils ont accès à des informations qu'ils peuvent exploiter plus vite. On soutient aussi l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, qui voilà, donc ça vous donne un petit peu de… Mais bon, voilà, c'est pas suffisant, c'est très clair. Voilà, je dirais simplement que pour y arriver, avec les quartiers, je pense qu'il y a… Nous, notre premier angle d'attaque, ce sont les compétences qui manquent pour la transition écologique, même si elle volait des emplois perdus de la transition écologique sur lesquels on travaille. Je pourrais le présenter ultérieurement, mais c'est intégré, ça fait partie dans le cadre de la feuille de route de emploi dont je m'occupe. Je vous mettrai le lien aussi. Mais l'enjeu, c'est lever les verrous pour les manques parce que les manques de compétences pour la transition écologique, ce sont autant d'opportunités d'emploi pour tout le monde. Et donc, il faut, pour y arriver, je suis assez convaincu qu'il faut une animation capable de travailler le sujet dans la durée. Une animation côté écologique, comme on a pour l'animation des plans climat territoriaux notamment, et une animation aussi côté emploi. Donc, c'est là où j'y reviens, et je boucle par rapport à mon message de départ, c'est qu'on a besoin d'une double animation dans les territoires. Si cette double animation, une pour l'emploi, une pour l'écologie, sont activées par le territoire, à ce moment-là, nous, on a les outils, on a les moyens, on a l'expérience pour organiser la mise en tension de ces deux animations et faire en sorte que derrière, ça débouche sur des projets utiles à la fois pour l'écologie et pour l'emploi.
Et pour résumer tout ça en une formule, c'est que quand on fait l'union entre les ETP à créer et les kilowattheures à économiser, eh bien, on peut aller chercher les euros. On enchaîne sur la deuxième séquence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Rochard. Je suis chargé de mission emploi à Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, donc le centre de ressources sur le développement territorial à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais animer la séquence, donc un entretien avec Emmanuel Sulzer. Vous êtes sociologue, ingénieur de recherche au CEREC. Le CEREC, c'est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Et vous pilotez un projet de recherche sur les besoins en compétences à l'heure de la transition écologique. Donc, dans le prolongement de la séquence avec Thomas Gaudin de l'ADEME, on est encore en ce début d'après-midi, sur une clarification des concepts et de la connaissance. Est-ce que vous pourriez nous dresser un mini panorama de l'évolution de l'emploi au spectre de la transition écologique? Est-ce qu'on a des nouveaux métiers? C'est quoi, par exemple, un emploi verdissant? Est-ce qu'il y a des filières qui sont porteuses? Je vous laisse partager vos connaissances et vous avez une dizaine de minutes. Le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, a initié en 2020 un projet en partenariat avec le plan d'investissement dans les compétences pour aller chercher les besoins justement en compétences liées à la transition écologique, sachant qu'on avait une certaine antériorité de travaux, notamment de Félix Hidrouilloguet et Alain Le Gardès, qui ont donné lieu à la publication d'un livre sur les activités, les éco-activités, donc notamment la méthanisation, les énergies renouvelables, ce genre de choses. Et on a fait, pas le pari, mais en quelque sorte l'hypothèse que la transition écologique pouvait être porteuse de besoins en compétences au-delà des éco-activités, donc dans des activités qui ne sont pas directement liées à la protection de l'environnement. Donc, notre point de départ, ça a été justement de distinguer les emplois verts et les emplois verdissants. Les emplois verts, au sens de l'ONEMEV, de l'Observatoire national de l'emploi et des métiers de l'environnement. Les emplois verts sont ceux qui sont directement liés à la protection ou à la préservation de l'environnement, alors que les emplois verdissants sont des emplois qui ont d'autres finalités, mais qui doivent prendre en compte les aspects environnementaux dans leur réalisation. Voilà, donc, on est parti de ça, et puis on a dit, les emplois verts, on en a étudié. Maintenant, on va aller voir des emplois potentiellement verdissants, puisque tous les emplois sont potentiellement verdissants. Donc, on a commencé par un cadrage quantitatif. Ça, c'est l'intitulé du projet. Donc, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, les métiers verts, c'est les métiers dont la finalité et les compétences préviennent l'environnement. Les métiers verdissants ont une finalité qui est propre et qui devront devoir prendre en compte la transition environnementale. Bon, je vais d'emblée casser peut-être un mythe. Il n'y a pas énormément de nouveaux métiers, de métiers complètement émergents. Je vais donner les chiffres après, hein, mais c'est beaucoup plus des évolutions de métiers existants et qui se concrétiseront peut-être de plus en plus, je vais venir dans le détail après, à moyen terme. Donc, par exemple, ce qu'on me dit, je vais illustrer avec l'exemple du bâtiment, il n'y a pas l'éco-maçon, ça n'existe pas. Il y a des maçons qui prennent en compte les dimensions environnementales dans l'activité de construction. Je vais y revenir. Donc, il n'y a pas, et ça, les moins jeunes d'entre vous s'en souviendront, dans les années 90, il y avait un mythe selon lequel le chômage allait être éradiqué par les gisements d'emploi dans les services à la personne. Bon, ça va surtout donner lieu à des niches fiscales. Et, voilà, donc il n'y a pas une espèce d'explosion cambrienne d'emplois qu'on n'avait jamais vu avant. Il ne faut pas s'attendre à ça. Les données du CEREC nous disent que les jeunes qui entrent dans la vie active, 3,5% ont connu un emploi vert, 28% un emploi verdissant au cours des 7 premières années de vie active. Donc,
L'emploi vert pour les jeunes, c'est 2%. Les emplois verdissants, c'est 15%. En population générale, c'est 0,5% et les emplois verts et 14% les emplois verdissants. Donc, c'est pas, ça existe. Mais il ne faut pas s'attendre à des choses qui vont massivement se développer. Par contre, ce qui est intéressant pour vous, c'est que ces emplois verts et verdissants sont assez polarisés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément avoir une formation à l'environnement pour les occuper, et c'est accessible à des diplômés de l'enseignement supérieur, mais aussi à beaucoup de diplômés du secondaire, voire non diplômés, parce que les emplois verts et verdissants, ils sont soit des emplois de cadres ingénieurs, soit des emplois de la production, des ouvriers de différentes industries, notamment de transport, ou aussi pas mal du bâtiment. C'est pourquoi je vais faire un focus sur le secteur du bâtiment, qui me semble particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce que le secteur du bâtiment a certaines caractéristiques. Il est particulièrement concerné par les questions d'écologisation parce que c'est un secteur qui est fortement producteur de gaz à effet de serre et de déchets constructifs. Pendant le cycle de vie du bâtiment est une question réellement d'intérêt écologique. C'est pourquoi il est encadré par de très nombreuses réglementations environnementales, notamment la réglementation énergétique 2020, ou le titre 5 se loger de la loi climat et résilience, avec une position assez contraignante, notamment l'éradication des passoires thermiques, l'interdiction à la location de ces passoires thermiques à partir de 2035, et donc qui nécessite des adaptations techniques et des évolutions des métiers traditionnels du bâtiment. Et autre intérêt pour la question des QPV, c'est un secteur à forte intensité de main-d'œuvre et des besoins de recrutement importants. Donc, il y a un potentiel dans le passage au bâtiment écologique, notamment ce qu'on appelle le bâtiment basse consommation ou le bâtiment à énergie positive qui va être rendu obligatoire dans les prochaines années, la loi climat et résilience. Donc, un potentiel d'emploi de personnes à qualifier. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le bâtiment? J'ai pu l'étudier l'année dernière, en fait, sur le terrain, c'est que les métiers évoluent à tous les niveaux. D'abord, ça commence par la conception, c'est-à-dire les bureaux d'études qui travaillent sur l'éco-construction avec des programmes de Building Information Modeling, c'est la maquette numérique. Et ensuite, ça descend à l'encadrement de chantier, le conducteur de travaux, le chef de chantier. Et ensuite, ça descend au niveau des personnes qui réalisent le chantier, qui vont mettre en œuvre des nouveaux matériaux. Il y a quelques métiers nouveaux qui sont liés à la rénovation performante du bâtiment, l'isolation par l'extérieur, les poseurs de VMC double flux qui permettent d'économiser de l'énergie. Mais ça, c'est bon. Ça existe, mais ce n'est pas des masses. Par contre, les métiers du chantier, ils évoluent pour prendre en compte l'évolution des modes constructifs. Alors, notamment, j'ai pu observer un chantier qui est en bois-béton, mais ça peut être en bois-métal ou en béton-métal. Il y a des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques sur les chantiers qui permettent de qualifier des gens. Et alors, ça, quelque chose de totalement transversal, mais qui, bon, ça ne va pas vous surprendre, c'est une grosse culture de la gestion du déchet qui est à construire. Parce que ça, c'est quelque chose qui s'impose à tout le monde. Le bâtiment, plus qu'ailleurs, parce qu'ils ont des types de déchets qui sont spécifiques. Par exemple, des déchets amiantés ou des huiles. C'est pas du déchet, ce qu'on appelle du déchet industriel banal. C'est des déchets spécifiques avec toute une filière derrière qui est de retraitement et aussi en amont avec les intrants, utiliser des matériaux qui sont moins polluants pour avoir moins de retraitement du déchet derrière. Donc là, il y a plein d'évolutions qui sont intéressantes. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que c'est un secteur qui reste accessible au public de bas niveau de qualification,
parce que même s'ils utilisent des gens qui sont diplômés de niveau 5, enfin, l'ex-niveau 5 qui est maintenant le niveau 3, mais il y a quand même beaucoup d'apprentissage sur le tas, beaucoup de formation par compagnonnage sur les chantiers, et bon, le bâtiment reste un secteur accessible au public qui sont les vôtres. Attends, je suis où là? Voilà. Donc ça, c'était l'illustration du verdissement. Et je voudrais, pour généraliser un petit peu mon propos, prendre un autre exemple d'un secteur qu'on a étudié, qui est le commerce alimentaire. Et là, Christophe va vous partager une ressource qui existe sur ce secteur, parce que c'est aussi un secteur qui est visé par la loi climat et résilience, avec le titre 5, j'ai dit c'est se loger, le titre 6, c'est se nourrir. Donc, il y a un certain nombre de contraintes qui vont s'appliquer au commerce alimentaire. Et en plus, on se rend compte qu'il y a quand même une demande sociale pour des produits plus respectueux de l'environnement, donc potentiellement meilleurs pour la santé. Et c'est aussi un secteur qui reste accessible au public faiblement qualifié, parce que la vente, ça aussi, ça prend sur le tas et peut être facilement accessible. Et ce qui est aussi intéressant dans ce commerce alimentaire, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des nouveaux métiers, mais qui, en fait, ne sont pas du tout nouveaux, mais qui sont anciens. C'est-à-dire que c'est la réactivation de compétences oubliées, sorties des radars, on va dire. Bon, par exemple, vous verrez dans le 4 pages là, que Christophe va diffuser, il y a l'exemple d'une fromagerie artisanale. On va fabriquer du fromage à la main. Ça se faisait beaucoup il y a un siècle, sauf que avec l'industrialisation les industries agroalimentaires, ça s'était perdu. Donc, en fait, ils vont réapprendre. Ils vont visiter des fermes pour réapprendre à fabriquer des fromages de manière artisanale pour les vendre dans un contexte urbain. Donc, voilà, c'est ça pour vous dire que il y a des gisements de compétences qui peuvent être mobilisées. Et ça, c'est un petit peu vrai dans tout domaine d'activité. Il faut juste aller regarder de près où sont les opportunités. Voilà, je ne veux pas être plus long. Là, je pense que je suis déjà à bloc. Donc... Vous êtes bien, merci Emmanuel. Non, moi, je retiens de votre propos qu'il y a très, très peu d'emplois verts aujourd'hui sur le marché de l'emploi, et qu'il y a plus d'emplois verdissants. Mais que c'est effectivement un petit mythe qui s'effondre, ou un petit espoir qui s'effondre. On croit toujours que la transition écologique, en tout cas aujourd'hui, c'est beaucoup de gisements de nouveaux emplois et d'emplois vertueux. Vous objectivez la situation en nous disant que c'est très, très marginal aujourd'hui. Est-ce que vous avez malgré tout une idée de à quoi ça pourrait ressembler dans 10 ans? Alors, vous n'avez pas forcément fait d'études là-dessus, mais vous parliez tout à l'heure, je crois, de 2% d'emplois verts. Je ne sais plus quel était le chiffre, c'est ça? Est-ce que dans 10 ans, vous avez une idée alors, la tendance, on peut l'imaginer, mais d'un volume? Ça pèserait combien dans 10 ans? Alors, 2 remarques très, très rapidement. Hein. C'est que la loi climat et résilience que j'ai citée à plusieurs reprises, elle date de l'année dernière. Donc, je pense qu'elle est loin d'avoir produit les effets que potentiellement elle peut avoir, parce qu'il y a énormément de dispositions qui vont toucher beaucoup de secteurs, le commerce, le bâtiment, le transport. Donc, tout ça va se mettre en place dans les prochaines années, d'une part. Et deuxième chose que je suis peut-être optimiste, mais il y a une culture de l'environnement qui est en train de se développer, pas seulement chez les jeunes, hein, dans tous les milieux professionnels. Et l'exemple que je prends toujours, c'est l'exemple de la sécurité. La santé, sécurité au travail. Il y a 20 ans, on pouvait se promener sur un chantier,
on voyait plein de gars qui ne portaient pas des équipements de protection individuelle. Il y a 20 ans, on pouvait se promener dans les champs, on voyait des gars qui appliquaient des phytosanitaires sans masque. Ça, c'est des choses qui sont totalement inimaginables aujourd'hui. Donc, moi, l'hypothèse que je fais, c'est que dans 10 ans, la culture environnementale, elle sera intégrée comme la culture de la SST l'a été depuis 20 ans. Donc, on aura beaucoup d'emplois verdissants. Ça, on peut en faire l'hypothèse assez solidement. Oui. Et les emplois verts, on est peut-être moins. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Les emplois verts, ils sont produits, ils sont créés par l'investissement structurel. Vous voyez, un parc éolien, choses comme ça, ou des réseaux d'assainissement. Enfin bon, voilà, mais ça, c'est l'investissement dans les infrastructures qui va créer des emplois verts. Donc là, là, ce sont des choix politiques. Il ne faut pas se voiler la face. Ok, donc ce que vous dites, c'est que l'emploi verdissant, finalement, il verdit de lui-même. Les activités, les entreprises arrivent à s'adapter sur la longue période, mais que les emplois verts, eux, nécessitent beaucoup plus d'ambition, de portage politique et des investissements, je le devine, qui sont très importants. Mathieu, est-ce Ouais, qu'on engage une petite période là de discussion et d'échange? absolument. Mathieu, est-ce que tu as des retours, hein? Alors absolument, si ça va à tout le monde, ça va permettre un petit peu de respirer et de lever la tête aussi. Donc oui, j'ai quelques questions du coup pour Thomas et Emmanuel, si vous êtes toujours disponibles et qui vont faire une bonne transition justement avec ce que tu nous disais à l'instant. Mais du coup, la première, c'est bonjour, quel levier pour accompagner les habitants vers ces métiers ou les habitantes? Donc là, spécifiquement sur les leviers, on peut peut-être élargir la question à l'ensemble des pratiques professionnelles pour parler aussi du verdissement, comment accompagner les habitants vers ces métiers et vers ces nouvelles pratiques. Peut-être, je pose toutes les questions et enfin, en tout cas, les 3 premières. Après, une seconde sur comment les acteurs locaux peuvent agir pour développer et faire connaître ces métiers. Et une troisième, vraiment un peu plus «concrète» entre guillemets. Est-ce qu'on a quelques exemples de métiers verts? Voilà, je vous laisse prendre la parole comme vous le souhaitez pour y répondre. Je vous les remets dans le chat également si vous voulez les suivre. Thomas, est-ce que vous avez des éléments de réponse sur une des 3 questions ou les 3? Mais, oui, je risque de décevoir en répondant en vrac, mais sur les métiers, alors les métiers verts, il y a des métiers verts installés, c'est-à-dire en fait, on ne les voit pas, ils sont dans le paysage, c'est seulement quand les gens se mettent en grève qu'il y a des problèmes qu'on les voit, c'est notamment les métiers du ramassage des ordures ménagères, le recyclage, la gestion de l'eau, ce sont des métiers, l'entretien des espaces verts est considéré aussi comme métier vert. En fait, il faut voir, il y a deux choses. Il y a les définitions qui sont posées par l'Observatoire des emplois verts qui sont régulièrement mises en discussion. On est en train d'en discuter d'ailleurs avec Pôle emploi qui réactualise son répertoire de l'ensemble des métiers pour l'économie générale et qui nous demande de voir comment on peut taguer, sous quels critères on peut taguer les métiers. On est en train d'en rediscuter avec eux. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le fil conducteur, c'est le lien avec la transition écologique, avec les objectifs. Pour nous, si ça fait partie de l'économie, si ça devient normal, on n'est plus dans l'écologie. C'est comme les dépenses, le comptage des dépenses de protection de l'environnement. À un moment donné, quand ils n'étaient pas obligatoires, on comptait les pots catalytiques, les dépenses pour les investissements de pots catalytiques dans les véhicules comme étant une dépense verte. Puis quand c'est devenu la règle, c'est devenu obligatoire, on n'a plus compté. Voilà, donc c'est pour ça que la question de vert verdissant, c'est une question totalement dynamique. Moi, je propose une palette de couleurs. En fait, vous avez, et sachant que rien n'est stable, la plupart du temps, ce n'est pas stable. Il y a des emplois verts qui pour moi, sont ceux qui sont à l'heure, ni en avance ni en retard par rapport à la transition écologique. Les emplois verdissants, je les dirais plutôt orange, comme quand on passe au feu orange, c'est-à-dire qu'ils sont en retard par rapport à la transition écologique, donc il faut qu'ils se dépêchent. Donc, typiquement, c'est les métiers du bâtiment. Où le coût des malfaçons dans le bâtiment continue chaque année d'augmenter. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. Vous avez les emplois
noir comme le pétrole à contre-emploi de la transition écologique. Vous avez alors d'autres disent bruns, bon, vous avez les emplois blancs comme la Suisse neutre, drapeau blanc, quoi, c'est-à-dire qui n'ont rien demandé, enfin qui sont ni pour ni contre la transition écologique. Donc par exemple, prof de maths, est-ce que c'est pour, est-ce que c'est contre la transition écologique? Ça n'a pas de sens de le dire. Les médecins, pareil. Donc voilà, il y a toute une gamme de choses. Et puis la dernière catégorie qu'on a testée avec l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, je vois à partir de cet exemple, c'est ce que j'appelle les emplois roses. Les emplois roses, c'est qu'on ne sait pas à l'avance s'ils auront été utiles ou pas à la transition écologique. Et je vais vous donner un exemple, c'est que dans le cadre de l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, d'eux-mêmes, sans impulsion de la politique écologique, ils ont vu l'intérêt d'organiser une petite filière de recyclage des verres plats, c'est-à-dire les vitres simples qui sont mises au rebut en déchetterie. Plutôt que de les laisser partir dans ce flux-là, ils ont fait sur le cas du territoire de Mauléon, ils se sont dit, bah, tiens, on peut faire un travail de reprise des huisseries, et ils ont topé une coopération avec Saint-Gobain, parce que Saint-Gobain est très intéressé par la question du recyclage des calcins. Le recyclage des calcins, c'est comme le groupe sanguin O+, pour avoir du O+, il faut du O+. Et ben, pour faire du recyclage du calcin, on ne peut faire du recyclage du calcin qu'avec du calcin, ou sinon il faut tout recommencer à zéro. Donc pour eux, c'est pertinent d'encourager ce genre de choses. Seulement, nous, côté écologie, on n'a pas fait le travail de vérifier si c'est justifié du point de vue écologique de considérer que c'est une filière qui doit être traité à part de l'ensemble de la question générale du recyclage des déchets du BTP. Est-ce que pour des raisons écologiques, ce truc mériterait qu'il soit plus systématiquement encouragé et qu'il bénéficie à d'autres, au-delà de la seule expérimentation au territoire zéro chômeur longue durée? Bon, la question n'est pas traitée, on n'en sait rien pour le moment. Donc, si à l'avenir, la question est traitée et qu'on dit, bah oui, c'est vachement important pour l'écologie, ce truc-là, c'est vraiment pertinent, eh ben, on pourra dire que les gens qui ont été dans cette expérimentation auront été des emplois verts. C'est pour ça qu'ils sont en instance de discussion. Peut-être que non, finalement, dire non, c'est juste de l'économie générale. Et donc, je l'ai dit rose, c'est-à-dire que si tout se passe bien et que finalement c'est validé comme étant véritablement pertinent pour l'écologie, ben donc il y a beaucoup d'emplois comme ça, de sujets en fait qui sont pas stables. Donc ce raisonnement que je vous présente pour les métiers, on peut l'avoir pour des activités, pour les emplois. C'est un raisonnement général, mais qui montre que c'est pas une question stable. Même les emplois noirs, ça dépend de la vision du calendrier. Hein. Si on dit on arrête tout de suite le pétrole du jour au lendemain, on ne va plus dire qu'ils sont noirs les emplois. On va dire c'est quand même, on va peut-être en avoir besoin. Donc ce n'est pas si évident que ça. C'est juste une grille pour s'interroger sur cette affaire. Mais c'est pour ça que la focalisation vers verdissant, nous en pratique, pour nos actions côté ADEME par exemple, ça n'a jamais eu d'impact. Moi, le fait de savoir, on a travaillé le sujet des emplois du bâtiment parce que c'est pertinent pour les économies d'énergie dans le bâtiment depuis le Grenelle de l'environnement. On n'a pas attendu qu'on dise qu'ils étaient verdissants. Donc, vous voyez, c'est par rapport en termes d'action, c'est comme la définition de la transition écologique. Il ne faut pas non plus trop s'arc-bouter là-dessus. En plus, en français, vert, on entend vertueux derrière. Non, il y a plein d'emplois vertueux qui n'ont rien à voir avec l'écologie. Et parfois, le lien est un peu plus indirect. Hein. Donc, mais merci Thomas. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne clarification. Il y a plusieurs mythes qui s'effondrent depuis 13h30. C'est qu'on a envie de voir clair, on a envie de schématiser. Et en fait, cette histoire de classification, elle est dynamique. Et un emploi vert en 2000 n'est plus un emploi vert aujourd'hui. Et ça va continuer comme ça. Ça évolue tout le temps. Et ça, je trouve que c'est intéressant. On est quand même là pour apporter des repères. Mais là, vous nous en emmenez un qui nous aide à comprendre, mais qui est pas si clarifiant que ça, parce qu'on est dans un monde qui bouge en permanence. Emmanuel, est-ce que vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit et pour éventuellement apporter des éléments aux 3 questions que Mathieu a posées tout à l'heure? Oui, rapidement, je ne vais pas compléter ce qu'a dit Thomas, je suis d'accord totalement avec ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des nomenclatures parce que ça, c'est pas passionnant, enfin, c'est technique. Mais alors, sur le territoire, oui, forcément, le territoire, c'est une entrée clé parce que, je vais prendre un exemple bête, mais
construire en bois, c'est écologique, sauf si le bois, il vient de l'autre bout du monde. Voilà, donc après, voilà, tout ce qui est raisonnement, circuit court, économie circulaire, c'est forcément inscrit dans le territoire. Après, la question qui me semble me concerner plus directement, c'est comment on fait accéder les publics à des emplois verts. Ça, c'est une donnée que je n'ai pas présentée, mais qui existe également dans nos travaux. Il y a beaucoup de formations continues, presque une sur 5 formations continues des salariés, qui concernent l'application de normes environnementales, avec notamment l'accès à des habilitations, des certifications, voire des qualifications. Mais la norme environnementale, ça, je l'ai dit en filigrane, mais je peux insister là-dessus. Enfin, l'environnement, il est quand même beaucoup protégé par la norme. Après, différents niveaux de normes, hein, normes légales, normes infralégales, mais voilà. Et du coup, les salariés, tous les salariés, des plus qualifiés ou moins qualifiés, sont concernés par l'application de normes environnementales et donc doivent se former et obtenir des accréditations pour leur mise en œuvre. J'ai pris l'exemple du traitement des déchets, c'est un exemple emblématique, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce que c'est qu'un déchet, dans quelle catégorie il rentre. Et là, par contre, je vais peut-être aller contre Thomas, mais on pourrait aussi poser la question de l'écologisation des métiers de la santé. Parce que ça, notamment à partir de l'entrée déchets, mais pas que. Parce qu'il y a des déchets qui sont spécifiques à l'activité de soins. Et il y a des déchets qui sont spécifiques à l'activité de construction. Et ainsi de suite. Oui, Donc, Merci, Emmanuel. voilà, les ressources. Il ne faut pas négliger les ressources formatives qui peuvent exister, y compris pour les personnes de faible niveau de qualification. Oui, on a ce débat. Thomas, rapidement. Oui, juste pour dire, on a ce débat, effectivement, il y a l'écologisation du système, ça passe par tout un tas d'échelles. Il y a l'échelle de l'activité, l'échelle des métiers et l'échelle des compétences qu'on mobilise dans le cadre de ces métiers. Et donc, quand on regarde à l'échelle compétences, effectivement, ça touche plus de monde. Et la gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux, qui est un sujet qui n'est pas nouveau, hein, c'est un sujet qui… c'est une compétence écologique à mobiliser du côté des gestionnaires des systèmes hospitaliers. Donc, c'est pour ça que la question des métiers n'épuise pas celle des compétences. Tout à fait Thomas, d'accord. Mathieu, je reviens vers toi avant d'enchaîner sur la troisième séquence. Est-ce que tu veux nous dire autre chose sur la teneur, sur l'ambiance dans le chat? Tout se passe bien dans le chat. Non, merci Christophe, merci pour vos réponses et vos questions. J'en profite aussi pour vous inciter à continuer à mettre de la ressource dans le chat, à le faire vivre. Je ne prétends pas avoir le monopole de la ressource. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des choses à mettre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'interrogations qui avaient pu trouver réponse de la sorte. Et je pense qu'on va continuer tranquillement et se diriger vers l'intervenant suivant, en sachant que vous pourrez toujours poser vos questions, continuer poser vos questions pour Thomas et Emmanuel si jamais. Ils pourront peut-être y répondre à la fin ou peut-être plus tard. Voilà. Merci Mathieu. Je passe la parole à Frédéric pour la troisième séquence. Ok, merci. Du coup, les deux dernières séquences vont plutôt revenir plutôt sur des approches terrain. Ce qu'on voulait partager avec vous, c'était une approche plutôt filière. Comment en fait les filières vont évoluer, ou quels signes déjà on peut repérer sur ce niveau-là. Et ensuite, on aura plutôt un d'échange sur l'approche des maisons de l'emploi. Je voulais quand même un peu réagir sur le propos, parce que ça va me permettre de glisser aussi sur la suite, d'autant qu'il y a un enjeu, à mon sens, de positionner en fait le sujet au bon niveau. Et en fait, on s'aperçoit aussi avec les échanges au niveau local qu'on a besoin en fait de repères pour savoir sur quoi on va, quoi, du coup. Donc, euh, à mon sens, en fait, il y avait deux sujets, ou même trois sujets qui sont importants quand même de garder en tête. C'est la question des gaz à effet de serre, du coup. Et on pourra en discuter tout à l'heure avec Thomas
et avec Thomas en particulier, du coup, et la question des enjeux climatiques. Parce que, à mon sens, l'évolution des filières telle qu'elle est construite aujourd'hui, elle est, vous l'avez indiqué, elle est aussi d'empreinte de plein d'incertitudes, quoi, du coup. Donc, ça veut dire que demain, même si on verdit certains métiers, il y aura peut-être aussi des enjeux d'évolution qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui qui nécessiteront des approches radicalement différentes, peut-être, ou pas. Mais pour autant, ça nécessite d'avoir un peu de prospective, quoi, du coup, de voir un peu loin. Et c'est ça un peu la complexité, je trouve, dans les séquences qui se jouent aujourd'hui. Et puis pour rebondir aussi sur les travaux de Thomas, vous parliez de double animation, écologie, environnement avec les acteurs de l'emploi. J'aurais envie de vous dire triple animation, parce que du coup, la question en fait, des enjeux spécifiques des quartiers, elle est vraiment à prendre en compte à la fois sur les questions d'emploi et de compétences, mais aussi sur les conceptions en amont. On a parlé beaucoup des filières tout à l'heure. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans beaucoup de parcs qui ont été rénovés grâce à des programmes de rénovation urbaine. Ils sont rénovés, ils sont isolés, ils sont efficients l'hiver, mais en fait, l'été, en fait, ça va pas du tout. En fait, les canicules, elles sont exacerbées parce qu'elles sont trop bien isolées pour le coup, et le fait de ne pas avoir d'accès à des espaces verts en proximité ou plus loin, en fait, ça pose des problématiques. Donc, ça pose la question en fait de la maladaptation dessus. Donc, j'insiste vraiment sur la notion de prise en compte en fait des enjeux propres des quartiers avec les habitants, mais avec les professionnels, pour éviter en fait d'avoir des professionnels qui soient formés sur des typologies par exemple sur la filière bâtiment et sur le choix des matériaux aussi. Du coup. Donc ça nécessite peut-être de croiser en fait la technicité avec le sensible en fait des quartiers. Voilà, c'était vraiment une petite remarque euh, pour relancer un peu le débat et puis on va glisser du coup sur la question des filières. On avait voulu questionner en fait l'évolution de certaines filières et du coup de questionner l'évolution des métiers dans ces dernières. Au travers en fait l'exemple des petites rivières, Sébastien Lévrier, donc, Sébastien, tu représentes les petites rivières. Et est-ce que tu peux nous parler brièvement de l'étude que tu as conduite et puis nous faire ressortir finalement qu'est-ce que tu perçois comme évolution des métiers et compétences dans ces dernières? Bon, bah, bonjour à tous. Donc, effectivement, Sébastien Lévrier, moi, je suis directeur associé de l'agence Les Petites Rivières. On est une entreprise de conseil, entreprise solidaire d'utilité sociale en économie durable et locale, avec une appétence et une expertise sur le développement de l'économie sociale et solidaire. Et dans nos métiers, on accompagne les projets, les stratégies ESS des collectivités locales. Donc, ça peut aller de la politique publique jusqu'à l'organisation de rencontres. On a parlé aussi des coopérations nécessaires entre entreprises privées et acteurs de l'ESS. Ça peut être aussi des programmes d'incubation, notamment dans le domaine de l'économie circulaire et solidaire. Et puis des études, dont celle qu'on a menée récemment avec Sylvie Bouvier, qui est aussi connectée, je crois, de l'ANCT sur la transition écologique juste. Donc, on a parlé de métiers verts, de métiers verdissants, de transition écologique. Est-ce que la transition écologique juste est une énième définition de ce qu'on peut entendre dans le débat public? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'intérêt peut-être de lier encore davantage dans la perception qu'on peut avoir la lutte contre les inégalités sociales et écologiques ensemble et de travailler peut-être aussi à cette double animation dont on parle aussi sur le territoire depuis le début du webinaire. Je voulais simplement, en introduction des échanges aussi, bien se rappeler pourquoi on parle aussi de lutte contre les inégalités sociales et environnementales. C'est qu'il y a ce chiffre peut-être que vous connaissez bien, mais qui montre que 1% des personnes les plus riches émettent 2 fois plus d'émissions de CO2 que les 50% les plus pauvres. Donc, on voit bien sur ce schéma. Donc, c'est les personnes les plus pauvres qui contribuent le moins au changement climatique qui vont en souffrir le plus, puisque c'est souvent sur les territoires fragiles qu'on considère les territoires fragiles français ou internationaux, les pays du Sud, qui vont souffrir le plus du réchauffement climatique. Et c'est pour ça que peut-être cette notion de transition écologique juste, elle est intéressante
à questionner parce que dans le débat peut-être scientifique autour des concepts qu'on peut avoir, peut-être que ça synthétise bien ce débat entre fin du monde et fin du mois, voilà, le social et l'environnemental. Et finalement, c'est reprendre cette définition de la transition écologique, de réduire l'empreinte des activités humaines sur l'environnement, préserver la Terre viable et habitable, mais en adressant les inégalités sociales. Et c'est là que l'approche par les quartiers prioritaires, elle est intéressante, puisque c'est un des territoires fragiles sur lequel il va falloir travailler justement non seulement la lutte contre les inégalités sociales et environnementales, mais aussi la création d'emplois sur ces sujets-là. Du coup, on a essayé de clarifier un petit peu ce qu'on pouvait entendre par transition écologique juste dans l'étude, simplement vous donner quelques éléments de discussion et puis on pourra y revenir en détail après. La transition écologique juste, elle est nécessairement solidaire, elle doit embarquer des questions de logique de justice sociale, c'est-à-dire permettre justement de réduire les inégalités sociales qui peuvent être rencontrées dans les quartiers. Donc là, on est vraiment sur le volet social, c'est-à-dire par exemple, au lieu d'être uniquement sur des processus d'aide alimentaire, on va pouvoir être sur des processus de démocratisation alimentaire. Donc, c'est vraiment se dire comment la transition écologique juste qui existe déjà sur tout type de territoire, elle est rendue accessible à des personnes qui en ont le plus besoin. Ensuite, elle est forcément inclusive, et là, c'est ce dont on a parlé sur l'implication de l'ensemble des territoires. On peut réfléchir à l'échelle des agglomérations, des régions, mais il faut aussi réfléchir à l'échelle des quartiers, intégrer les territoires ruraux. Donc, c'est la mobilisation de toutes les parties prenantes sociales et économiques. Et puis de tous les territoires, donc territoires ruraux, QPV, acteurs sociaux, socio-économiques, pour réfléchir à la dimension à la fois création d'activités économiques, mais aussi action sociale, acteurs de la formation, et peut-être on en parlera tout à l'heure aussi sur la nécessaire formation aussi qu'on peut avoir derrière. Et elle est aussi également partagée. L'idée, c'est de viser une équité territoriale, c'est-à-dire de ne pas centrer la transition écologique uniquement sur le fait métropolitain, mais pouvoir avoir des éléments de développement de cette transition écologique sur les territoires fragiles. Donc effectivement, peut-être pour poursuivre après cette petite pause, voilà, les éléments un peu de la transition écologique juste, inégalité sociale et inégalité environnementale, finalement, même combat. On s'est intéressé de près dans cette étude à l'économie sociale et solidaire, puisque pour nous, c'était aussi se dire, c'était intéressant ce que vous disiez avant, sur le fait que l'économie verte, on entend économie vertueuse alors que pas forcément. Il y a aussi cette notion de peut-être dans la transition écologique, on parle beaucoup d'économie circulaire, et on sait que l'économie circulaire, c'est pas forcément solidaire. La valeur créée par l'économie circulaire, elle n'est pas forcément fixée sur les territoires. Enfin, quand on va prendre, par exemple, on a étudié la question du réemploi informatique. Le gisement d'ordinateurs peut très bien être récupéré par un acteur d'un autre territoire, transporté sur un autre territoire en vue d'être reconditionné et vendu dans un autre pays ou sur un autre territoire. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de considérer la transition écologique dans son aspect fixation sur le territoire, de travailler avec les acteurs locaux. Et c'est pour ça qu'on a mis aussi le focus sur l'économie sociale et solidaire comme mode d'entreprendre, mais qui permet aussi de lutter justement contre des inégalités sociales. Par exemple, on voit tous maintenant germer les dark kitchens, les dark stores qui commencent à pulluler et on va dire, gâcher un peu le paysage de nos villes, puisque c'est des entrepôts, des cuisines qui sont fermées, qui ne rendent plus de service, où on a vraiment un aller-retour finalement de livreurs et pas d'activité autour, pas d'ouverture au public. Et face à ce développement des dark kitchens et des dark stores, s'est développé un autre phénomène un peu contre ce mouvement, qu'on a appelé les bright kitchens pour le côté cuisine, qui vise justement à se dire comment l'ESS crée des modèles de la transition écologique qui vont pouvoir être au plus proche des habitants, pouvoir à la fois recruter des habitants, mais aussi être au bénéfice de ces habitants. Donc, on parlait tout à l'heure de comment aussi parler aux habitants des quartiers de ces nouveaux métiers, peut-être en ayant effectivement des équipements ouverts au public. Dans le cas des projets qu'on a étudiés
On a parlé d'incubation culinaire dans les quartiers, donc se dire il y a des personnes au sein des quartiers qui ont des compétences d'un point de vue alimentation, qui ont peut-être envie de développer leur activité, qui ont peut-être envie de développer leur activité avec un volet social, environnemental fort dans leur projet. Et l'incubation culinaire, ça peut être un volet justement pour avoir un lieu accessible aux habitants, un lieu de formation et qui lutte du coup complètement contre ces formes de dark kitchen. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'étude est en ligne, mais simplement pour vous dire qu'on a étudié trois filières. Donc, j'ai parlé de la création d'activités de traiteurs responsables. On a étudié 3 projets, dont par exemple Baluchon à Lille, qui est dans un quartier prioritaire et qui a lancé ce projet d'incubation culinaire. Le réemploi et la réutilisation de matériel informatique et numérique. Tout à l'heure, on disait aussi qu'il y avait des lois qui étaient à peine en cours d'investigation et de mise en œuvre et qui allaient potentiellement créer des nouveaux métiers verts, des nouveaux métiers verdissants. Sur le numérique, on est en plein dedans, puisqu'il y a les chartes de numérique responsable, une loi qui a pas, enfin, égalité, climat et résilience, pardon, qui a été mise en œuvre avec un décret sur les dons de matériel informatique que peuvent faire les collectivités locales. Donc, on commence à réfléchir sur cette filière justement à comment faire du gisement un bien local. Et ça, je trouve que ça peut être aussi 2 débats qui peuvent se rejoindre entre transition écologique et bien commun. Comment faire en sorte que les gisements dont on parle depuis tout à l'heure restent au niveau local, puissent profiter à des acteurs qui ont un modèle économique qui repose sur de l'emploi local et restent dans un circuit en circuit court pour justement travailler à la fois sur l'empreinte sociale et l'empreinte carbone la plus minimale. Et puis, un autre sujet très important aussi qui rejoint des tas d'autres politiques publiques et pas uniquement les quartiers prioritaires, l'ESS et la transition écologique, c'est la question de la cyclo-logistique solidaire. On voit de plus en plus les zones à faible émission émerger, des enjeux aussi de tranquillisation de l'espace public qui permettent de réfléchir à la décarbonation des transports. D'ailleurs, l'ADEME a beaucoup de travaux et d'appels à projets sur la décarbonation des modes de transport. La cyclo-logistique solidaire, c'est l'idée d'avoir une cyclo-logistique un peu plus responsable, un peu plus vertueuse que ce qu'on a l'habitude de voir avec des contrats pas toujours forcément très protecteurs pour les salariés des quartiers. L'idée d'aller vers des parcours d'insertion qui forment ces personnes. Et pourquoi pas aussi, la brique d'après, ce serait de se dire que les personnes qui ont fait un parcours d'insertion potentiellement puissent monter leur activité de cyclo-logistique solidaire, puisqu'on a aussi, pas forcément que dans les quartiers, d'ailleurs c'est plutôt dans les villes moyennes aujourd'hui, mais si on veut être optimiste, on peut aussi essayer de se dire que ça va se ruisseler dans les quartiers, des personnes qui ont vécu l'expérience des plateformes qu'on connaît bien de livraison de repas et qui en sont un peu revenus, et qui veulent aujourd'hui créer leur activité sous une forme coopérative. Et là, on rentre vraiment dans aussi cette idée que c'est pas parce qu'on est dans un quartier prioritaire qu'on va accéder à des métiers qui sont bas niveau de qualification et pour lesquels on n'a pas de reconnaissance. Et il y a beaucoup d'acteurs de la cyclo-logistique solidaire, justement, qui travaillent sur le modèle coopératif pour travailler sur la dignification, enfin en tout cas la redignification du métier de livreur, en faire un métier qui soit respecté et pour lequel on respecte aussi le droit à la qualité de vie au travail, ce qui fait peut-être défaut dans les modèles qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est des projets que peuvent construire, par exemple, aujourd'hui, des régies de quartier qui essayent justement de lier différentes activités entre elles. Là, on a le cas d'une régie de quartier qui fait de l'activité justement de gestion des biodéchets, qui a une recyclerie, qui s'est mis à faire de la cyclo-logistique et qui se dit aujourd'hui, tiens, peut-être que dans ma recyclerie, je pourrais me servir de l'activité cyclo-logistique pour faire de la livraison, par exemple, aux habitants. Donc, il y a vraiment aussi cette question de mutualisation au sein des acteurs de l'ESS qui est assez importante à prendre en compte. J'ai juste du coup regardé par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure aussi. Alors, je ne suis pas forcément expert pointu de la formation, mais justement, il me semble que c'est important aussi de se dire que quand même, il y a des nouveaux métiers émergents avec ce qu'on voit sur les territoires qui émergent. Alors, la question, c'est de se dire quelle est la profondeur du marché, on va dire, de ces métiers, de ces filières, puisque ça peut être des choses très locales. Et ça reste à étudier.
On connaît l'entrepreneuriat impact. Aujourd'hui, on parle aussi des formations à impact, se dire quel programme de formation on va travailler pour avoir le plus d'impact dans les territoires fragiles et auprès des publics les plus en difficulté. Mais on a quand même des nouveaux métiers. Donc là, c'est un exemple assez emblématique en Île-de-France, mais Terre Fertile, par exemple, qui est une structure d'insertion qui forme des salariés en insertion en mode express au recyclage de terre du Grand Paris. Et là, c'est des nouveaux métiers, c'est des programmes de formation à créer. Donc, il y a une ingénierie spécifique qui a été mise en place par la structure d'insertion. On parlait des métiers verts, il y a des formations existantes. Là, par exemple, c'est un exemple General Electric qui travaille sur le montage de éoliennes en milieu marin et qui, du coup, a des difficultés de recrutement. Donc, c'est toujours aussi à mettre en lien avec ces difficultés de recrutement et qui, du coup, a cherché à rendre plus accessibles ces formations et travaille aujourd'hui avec l'intérim d'insertion à monter un parcours de formation spécifique. Donc, c'est un peu ce qu'on se disait aussi, c'est qu'il y a des métiers verts qui existent, dont on ne parle pas beaucoup. Il y a des formations qui sont déjà montées clés en main. L'idée, c'est ensuite de se dire comment on va rendre ces formations plus accessibles aux habitants et la solution insertion par l'activité économique peut être aussi un biais intéressant. Et puis, comme on disait aussi, il y a des formations existantes, mais les métiers se transforment. Donc, ce n'est pas uniquement, on disait tout à l'heure, un maçon, on n'a pas un CQP d'éco-maçon, on a plutôt un maçon qui va essayer d'intégrer des dynamiques écologiques dans son métier. Mais il y a quand même des nouveaux titres professionnels qui se créent. Je pense justement toujours sur la filière vélo qui nous a beaucoup intéressé dans l'étude. On avait déjà un certificat de qualification professionnelle mécanicien cycle qui existait déjà, qui était déjà référencé. Sauf que le métier de mécanicien cycle habituel, c'est sur du matériel neuf. Donc, on va assembler un VTT, on va réparer un VTT, mais que du matériel neuf. Alors que si on est sur un atelier vélo solidaire avec une question de réemploi, intégrer des pièces de réemploi dans un vélo lui-même étant déjà en seconde main, ça implique des compétences différentes. Et donc, il y a un certificat de qualification professionnelle qui a été mis en place par des acteurs de l'ESS, dont Solicycle, pour prendre en compte ces spécificités et créer justement ce nouveau métier. Et je pense que c'est un peu ça, en lien avec ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire qu'il faut être un peu à l'affût et à l'écoute des opportunités. Aujourd'hui, il y a la loi climat et résilience, il y a ce que je disais tout à l'heure sur le réemploi informatique. Il y a plein de métiers qui sont amenés soit à se transformer, soit à émerger. Et on peut aussi s'appuyer sur le tissu existant des acteurs de l'ESS sur les quartiers prioritaires pour inventer avec les organismes de formation des nouvelles modalités d'action dans ces quartiers. Dans l'étude, on a fait quelques recommandations. Je n'y reviens pas forcément, on en a déjà parlé, mais l'un des sujets qui nous intéressait particulièrement aussi, sur lesquels débattre, parce que ça nécessite des évolutions dans le code de la commande publique, dans la conception européenne des biens communs, c'est se dire, enfin, c'est un peu pour participer au débat, mais comment on peut justement faire en sorte que les gisements de déchets, biodéchets, déchets réemploi informatique puisse être vraiment localisé au bénéfice des acteurs et de l'emploi des habitants. Et puis, il y a toujours cette question lancinante des achats responsables, de se dire c'est intéressant aussi de pouvoir, en tant que collectivité, impulser des politiques publiques, mais aussi soutenir les acteurs économiques qui s'y intègrent en développant des achats responsables. Et puis, le dernier exemple, voilà, vous avez l'étude, je pourrais vous envoyer le support avec le lien. Dernier point dont je voulais parler par rapport à justement cette double animation dont on parlait, c'est qu'actuellement, là, par exemple, dans le département du Loiret, on est en train de mettre en place une dynamique de mobilisation autour de l'économie circulaire et solidaire. Et ça nous semble intéressant justement pour engager des échanges sur la mobilisation autour de la transition écologique par des parties prenantes très différentes, favoriser l'interconnaissance parce que c'est des secteurs qui ne se connaissent pas toujours et qui ne se parlent pas forcément habituellement. Et puis activer les ressources locales, parce que c'est souvent aussi cette question, c'est-à-dire que le territoire, il a plein de ressources. On a parlé du bois tout à l'heure, on a la filière laine, on a plein de filières différentes. Il faut que les acteurs prennent conscience que c'est une ressource sur laquelle ils peuvent avoir une action spécifique, une action économique. Donc, il y a vraiment cette idée de rassembler les acteurs pour activer les ressources et puis explorer collectivement des filières locales, puisqu'on sait que sur la filière des déchets, il y a la collecte, il y a la transformation, il y a la redistribution ensuite des ressources qui ont pu être créées.
Donc, l'idée de pouvoir avoir des chaînes de valeur locales, et ça se crée que si on fédère les acteurs autour de soi. Et la question justement de cette double animation, ça permet de reboucler avec ce qui a été dit en introduction. Voilà, désolé pour cette petite interlude enfant malade, mais en tout cas, j'espère que ça n'a pas trop gêné la présentation. Pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci Sébastien pour ton partage d'expérience pour travers ces 3 filières. Effectivement, il y en a énormément. Les biodéchets, je pense que c'est des filières qui sont amenées à se développer. On en a bien conscience aussi. Et puis, je pense qu'on peut se rappeler aussi des premiers agents valoristes dans le champ du réemploi qui ont permis comme ça de structurer progressivement certaines filières. Donc, merci. On va passer à la dernière séquence qui va nous amener plus sur le terrain des maisons de l'emploi. On voulait vous partager le regard d'Alliance Ville Emploi avec l'intervention de Lucie Becdelièvre, qui est la déléguée générale et qui va nous présenter en quelques mots le réseau Alliance Ville Emploi, mais aussi les travaux qui ont été conduits avec l'ADEME, de façon assez brève, et ensuite on viendra conforter ces échanges avec l'exemple de la Maison de l'Emploi de Strasbourg et avec Caroline Olivier. Lucie. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, je vais essayer d'être synthétique, je vois le temps qui est passé très vite et d'être assez complémentaire avec ce qui a été dit. Donc, très rapidement, donc Alliance Ville Emploi, on est le réseau national des collectivités locales investies sur les questions d'emploi et d'insertion, donc vraiment sur un continuum entre insertion, emploi, développement économique, qui est le fil rouge, enfin un des fils rouges des échanges cet après-midi. Donc, on n'est pas un acteur, j'allais dire, dédié ou spécifique à la politique de la ville. Après, dans les faits, je pense qu'à peu près 3/4 de nos adhérents ont des quartiers prioritaires sur leur territoire. Et donc, ont une sensibilité particulière aux problématiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et puis, on sait aussi, ça a été évoqué dans les discussions, que les questions territoriales et des questions d'exclusion territoriale, on peut les retrouver, enfin, ne sont pas propres au QPV, on peut les retrouver sur certaines zones rurales et à tant les problématiques que les solutions construites peuvent se faire écho. Donc, nous, on s'inscrit vraiment dans cette logique-là. Donc, je veux dire, nos spécificités qui peuvent venir nourrir les échanges et d'ailleurs qui ont été évoqués depuis le début de l'après-midi, c'est vraiment ce rapport au territoire, à cette maille qui est celle du bassin de vie, du bassin d'emploi, tant en termes de dynamique d'emploi que aussi de réflexion sur les compétences. Et les emplois et les compétences en lien avec ce qui a été évoqué au début, c'est-à-dire que, et ce qui fait aussi écho aux travaux qu'on mène avec Thomas Godin et à l'ADEME, c'est-à-dire d'identifier les tensions sur le marché du travail, les besoins qui émergent de compétences et d'emplois. Est-ce qu'on est sur une réalité locale? Est-ce que ça vient rencontrer des problématiques plus nationales? Et auquel cas, effectivement, la réponse ne sera pas la même si on est sur une logique micro ou si on s'aperçoit que ça fait, en fait, c'est le révélateur d'un besoin de monter en compétences, qu'il s'agisse de nouveaux emplois, nouvelles formations ou d'adaptation de formations existantes aux enjeux de la transition écologique, voire pour continuer à filer la métaphore de Thomas tout à l'heure, on a des métiers qui étaient bruns qui deviennent verts. Les soudeurs, par exemple, qui dans les images d'Épinal sont associés au 19e siècle ou au 20e siècle à la métallurgie, à l'industrie lourde et qui aujourd'hui servent à construire des éoliennes. Et on en manque puisque, voilà, et ça c'est un métier en tension sur tous les territoires. Donc, pour illustrer là aussi cette logique dynamique des emplois et des compétences, dans les quelque choses rapidement sur lesquelles je voulais insister effectivement, donc cette question emploi-compétences, la question aussi des gisements d'emploi accessibles aux moins qualifiés, ça a été évoqué aussi par l'intervenant du CEREC, c'est-à-dire que, puis je voyais aussi dans le chat, parfois il y a une fausse image, parce qu'on était dans la déconstruction des images d'Épinal, de transition écologique égale ingénieur en développement durable. Or, on voit bien que si on a besoin de fonctions d'encadrement, de conception, la transition écologique, je veux dire, la transition écologique à l'échelle des personnes et des territoires, elle passe par des réparateurs de vélos, elle passe par des soudeurs, elle passe par des agents valoristes. Et ça, on est sur des gisements d'emploi accessibles aux personnes non qualifiées
donc potentiellement aux habitants des quartiers politiques de la ville, dont on sait que le taux de qualification est en moyenne plus faible. Après, ça passe aussi par la question de l'orientation, de l'ouverture des champs des possibles, et on est aussi sur les questions de jeunes diplômés des quartiers et de tout l'enjeu aussi comment dirais-je, de l'orientation. Ça, on n'a pas trop évoqué, et de l'attractivité des métiers, parce qu'on a pas mal parlé du bâtiment. Aujourd'hui, le bâtiment natif, enfin, ils ont de gros problèmes de recrutement à la fois parce qu'on a des volumétries de besoins pour assurer de la construction, de la rénovation, mais on a aussi des enjeux d'attractivité, et ce, à tous les niveaux de qualification. Or, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un travail à faire sur, voilà, quand on travaille dans le bâtiment, ça peut aussi être acteur de la transition écologique, par exemple. Si on est sur de l'éco-construction, sur de la rénovation de bâtiments pour atteindre les objectifs de décarbonation, ce genre de choses. L'autre point sur lequel je voulais insister, c'était un petit peu, je prends le rebond de la fin du propos de Sébastien Lévrier, c'est vraiment le levier de la commande publique. Et ça, c'est un levier très fortement mobilisé historiquement dans la politique de la ville au service de l'emploi via la clause sociale d'insertion. Et aujourd'hui, on le voit, y compris en utilisant, l'outil juridique qui est la clause sociale d'insertion, on peut travailler sur nos sujets de transition écologique et au service des personnes les plus éloignées de l'emploi, notamment en lien avec l'ESS en structurant des filières. Et là, voilà, il y a ce levier-là, il est j'allais dire, important, et j'allais dire aussi impactant que celui des crédits d'intervention, parce qu'on, voilà, au service des politiques publiques. Ce levier de la commande publique est celle des collectivités locales, mais aussi celle de l'État. On voit bien dans le plan national d'achat durable qui a été lancé et articulé avec la loi climat et résilience, dont il a été beaucoup question. Les décisions d'investissement de tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités, ont un impact aussi sur ces questions-là et sur la capacité à orienter l'activité économique. Et donc, pour moi, c'est vraiment complémentaire, et de la norme, qui est très forte, ça a été dit, sur les questions de transition écologique, et des crédits d'intervention. C'est vraiment comment, en termes de politique publique, du coup, on réfléchit à tout ça. Et je fais ma seconde publicité. C'est par des sujets qu'on évoque pendant le Tour de France de la clause sociale, dont les 2 prochaines étapes ont lieu à Nantes. Je crois qu'on va se croiser à Nantes mercredi et à Brest vendredi, où on a des ateliers justement sur renouvellement urbain, emploi et transition écologique, et voir comment on croise tous ces enjeux. Je regarde si je n'oublie rien pour être le plus efficace possible. Oui, et dernier point, j'avais envie d'être plus positive et encore plus ambitieuse que Sébastien Lévrier, qui disait comment on peut et comment on doit réfléchir à ce que les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient des dynamiques en cours sur ces enjeux d'emploi et de transition d'emploi et de compétences de la transition écologique. Même, on pourrait presque tirer le paradigme encore plus loin et dire comment les quartiers prioritaires de la politique de la ville peuvent être moteurs de ces questions-là. Et là, je reprends mon exemple de la clause sociale d'insertion. C'est quelque chose qui n'a pas été créé dans les quartiers politiques de la ville, mais qui a explosé avec le renouvellement urbain et l'ANRU, et qui est devenu une politique de droit commun largement au-delà des quartiers politiques de la ville. Et donc, je me dis que, je dois savoir que c'est aussi en ce moment la réflexion de l'ANRU pour se poser la question de quelle place, quel rôle peut jouer le nouveau programme de renouvellement urbain sur ces questions-là. C'est peut-être aussi comme ça, parce que voilà, vu l'objectif et la nature même de notre réunion de cet après-midi, c'est peut-être se dire comment les quartiers politiques de la ville, leurs habitants, leurs acteurs peuvent être aussi moteurs et tête de pont sur tous ces sujets-là. Et je m'arrête là pour laisser la parole. Ouais. C'était effectivement, c'était l'idée en fait aussi de faire intervenir, d'avoir un retour sur l'étude filière. C'était on voit bien que quand on va parler enjeux de transition, que ce soit sur l'évolution des activités, en limitant les gaz à effet de serre, en ayant des activités qui s'adaptent aux enjeux climatiques, ça nécessite des approches qui sont plus macro, parce que agir sur
sur une filière au niveau local, c'est complexe quand on veut parler de l'industrie parce qu'on s'inscrit dans des logiques nationales, voire mondiales. Donc, effectivement, l'acteur local à l'échelle du quartier, c'est complexe de pouvoir avoir une incidence forte sur tout ça, quoi. Et c'était ça l'idée de se dire, bah, il y a peut-être des entrées plus locales sur lesquelles on a de l'appris et sur lesquelles on peut appuyer pour structurer des choses effectivement ambitieuses comme vous le disiez. Donc effectivement, c'était un peu ça l'idée. Et donc on s'est posé cette question justement de comment on appréhende ces grands enjeux de société. On s'est dit bah, comment en fait on y travaille parce que ça nécessite de la prospective. On voit bien que c'est beaucoup d'incertitudes. Du coup, je pense vraiment aussi lié aux enjeux climatiques. Il y a des sujets qui vont nous échapper. On ne peut pas être certain de tout, quoi. Et pour autant, bah, il faut quand même avancer. Il faut quand même s'aligner sur ces enjeux. Et en fait, voilà, on se demandait comment en fait une maison de l'emploi, un acteur local à l'échelle d'un bassin de vie, qui intègre aussi des réflexions plus micro à l'échelle de ces quartiers, etc., pouvait nous aider en fait à y voir plus clair. Donc à la fois sur de la prospective, sur la mobilisation des écosystèmes, en testant des choses, etc. Donc on est ravis en tout cas d'avoir le témoignage de Strasbourg. Donc avec alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de tout voir, mais on avait deux projets à soumettre. J'espère qu'on va pouvoir le faire dans tous les cas. Mais voilà. Est-ce que, Caroline, tu peux nous en dire plus? Oui, merci. Bonjour, je suis Caroline Olivier, je suis chef de projet à la Maison de l'Emploi de Strasbourg et plus particulièrement sur les projets de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences. Et donc, du coup, voilà, je souhaitais vous parler aujourd'hui de deux projets sur lesquels on travaille en lien avec la rénovation, en lien avec la transition écologique. Le premier, c'est Arborescence, qui est un projet de GPTEC sur les métiers de la filière forêt-bois à l'échelle du Grand Est. Et le deuxième, c'est un projet qu'on lance tout juste sur les métiers de la rénovation énergétique des bâtiments à l'échelle du bassin d'emploi de Strasbourg. Donc, concernant du coup la filière forêt-bois, c'est une filière qui est assez importante en région Grand Est, puisqu'elle représente environ 50 000 emplois. Et c'est une filière qui se situe vraiment au cœur des enjeux de transition écologique et de croissance verte. Donc, voilà, le bois est une ressource, la première ressource renouvelable de la région. Donc, c'est une filière qui est vraiment qui a un potentiel, en tout cas, de création et d'emploi verts et de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Néanmoins, pour atteindre ces objectifs et ce potentiel environnemental et sociétal qu'a la filière forêt-bois, il y a un véritable enjeu de structuration économique de la filière entre les différents acteurs et entre les différents secteurs. Un vrai enjeu de recrutement aussi et de développement des compétences au sein des entreprises. Et c'est dans le cadre en fait du projet qui s'appelle Des hommes et des arbres, qui est porté par la métropole du Grand Nancy à l'échelle de la région Grand Est, qui est un projet territoire d'innovation financé par l'État, qui a pour objectif de soutenir vraiment toutes les innovations et les développements de la filière à l'échelle de la région, que nous avons proposé le projet Arborescence. Donc c'est un projet de coopération entre les différentes maisons de l'emploi de la région. Nous nous sommes associés avec du coup la maison de l'emploi de Mulhouse, de Sarrebourg, de Nancy, de Terre de Lorraine, Meuse, Épernay et Épinal en 2019. Donc, la maison de l'emploi n'existe plus, mais la communauté d'agglomération d'Épinal continue d'être partenaire du projet. En association du coup avec la branche professionnelle FIBOA Grand Est, pour proposer vraiment un projet, un plan d'action emploi et compétences interterritoire et pour plus d'impact et pour une bonne coordination en fait de ces enjeux, puisque finalement les enjeux de la filière forêt-bois sont tout aussi et même peut-être plus ruraux que sur des métiers, en tout cas ruraux que urbains. Donc c'était intéressant aussi d'avoir des maisons de l'emploi sur différents territoires pour travailler sur ce sujet.
Donc, c'est le premier projet inter-maison de l'emploi qu'on porte, en tout cas à l'échelle de la région Grand Est. Et donc, on a commencé d'abord par une enquête auprès d'une centaine d'entreprises pour définir vraiment les axes d'intervention prioritaires. Et donc, on a eu un premier axe clé qui était de promouvoir les métiers, de faire connaître les métiers aux candidats, aux jeunes, aux demandeurs d'emploi. Et ensuite, du coup, on a imaginé un format qui s'appelle le mois du bois. Donc, ça a été fait en deux temps. En 2021 et en 2023, on a organisé des mois du bois qui ont permis vraiment de faire entrer les jeunes, les demandeurs d'emploi dans les entreprises, présenter les métiers, découvrir, faire des ateliers aussi pratiques dans des centres de formation où les gens pouvaient manipuler les outils et découvrir la matière bois. Et ça a été vraiment, l'objectif était vraiment de mettre un coup de projecteur coordonné aussi à l'échelle de la région en proposant environ 70 événements finalement sur les deux séquences, sur les deux années. 70 événements, une soixantaine d'entreprises ou d'organismes de formation impliqués. Et pour 820 participants à nos actions et 176 prescripteurs, pardon. Voilà, donc c'était vraiment un objectif pour les entreprises de mieux faire connaître leur métier. Et elles se sont du coup engagées pour nous accueillir, pour participer et pour faire découvrir leur métier. On a aussi réalisé des vidéos, une exposition mobile, des interventions en forum, en organisme de formation. Voilà. On a vraiment essayé de diversifier nos actions, donc avec l'appui de FIBOIS, qui était vraiment aussi impliqué puisque ça fait partie de leurs objectifs. Voilà. Et ce que je disais, oui, c'est que notre premier axe, donc promotion des métiers. Ensuite, nous avons aussi pour objectif de recruter, d'accompagner les entreprises au recrutement en ciblant des personnes qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas qualifiées dans la filière. Donc, essayer d'expérimenter des nouvelles méthodes de recrutement. Donc, on a expérimenté une formation de 3 mois de pré-recrutement pour les métiers de la construction bois, qui était en forte demande de main-d'œuvre pour pouvoir répondre aux besoins des mois suivants. Et donc, du coup, ça nous a permis de recruter d'engager dans la formation une dizaine de personnes non qualifiées, donc issues partiellement des quartiers prioritaires de la ville de Strasbourg, et qui ont fait une formation de 3 mois et ensuite ont été engagés dans les entreprises en contrat. Donc, c'était une action financée par la région et par Pôle emploi et coordonnée avec la branche FFB 67, FFB Barin, pardon. Et le troisième axe de ce projet Arborescence, c'était d'accompagner les entreprises à professionnaliser leurs pratiques de gestion RH, de leur stratégie d'attractivité et de fidélisation des salariés. Et on y travaille. À la Maison de l'Emploi, on a créé plusieurs guides pratiques qui s'appellent des books RH pour proposer aux entreprises des pistes d'action pour améliorer leurs pratiques. C'est l'axe, on va dire, c'est le troisième axe du projet Arborescence. On n'a pas beaucoup mis en œuvre d'actions sur cette thématique-là, mais c'est un travail qu'on a déjà mené avec d'autres filières et pour lesquelles on propose de partager les résultats avec toutes les filières. Et sur la thématique du coup stratégie d'attractivité et de fidélisation des salariés, c'est le sujet en fait qui nous occupe sur le deuxième projet dont je voulais vous parler, sur les métiers de la rénovation énergétique des bâtiments sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, on a répondu à un appel à projet EDEC financé par l'État du coup et cofinancé par l'Union européenne, qui nous permet de faire une étude sur ce territoire-là, sur les besoins des entreprises en termes de marque employeur en fait, pour pouvoir répondre aux nombreuses créations de postes qui seront générées par la rénovation énergétique
2030 selon l'étude de l'ADEME. Donc, un prévisionnel de plus de 5000 ETP sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Voilà. Donc, c'est un projet qui a été initié dans le cadre du pôle territorial de coopération économique qui a été créé sur l'Eurométropole de Strasbourg sur les enjeux de la rénovation énergétique et qui est porté par la Maison de l'Emploi, le relais de D qui porte les clauses sociales d'insertion sur notre territoire et la CERC Grand Est avec qui donc on partage ce plan d'action, cette étude. Et voilà. Et donc, du coup, la partie étude concernant l'attractivité des métiers sera une enquête qui sera menée auprès des candidats, des salariés, des demandeurs d'emploi pour savoir quels sont leurs points de vue sur les métiers, quelles sont leurs attentes. Et donc, du coup, parmi ce panel de 50 personnes interviewées, il y aura également potentiellement des habitants de QPV. Notamment puisque c'est une partie du public qu'accompagne le relais chantier sur les clauses sociales. Et la Maison de l'Emploi de Strasbourg, dans ce projet, est plutôt focalisée sur l'étude auprès des entreprises, sur leurs pratiques d'intégration et de fidélisation. On va vraiment on va mener des ateliers interentreprises pour identifier avec quels sont les besoins, quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer pour compléter les manques et quels sont les outils existants qui pourraient être mieux utilisés, mieux diffusés. Et on est au tout début du projet, donc voilà, ce sont les objectifs. Ok, merci beaucoup Caroline. J'avais peut-être juste une petite question. Il y a quelques jours, on avait une intervention du GIEC régional en Pays de Loire qui nous dressait tout un panorama en fait des évolutions climatiques sur certaines filières. Et, je sais ils l'ont diffusé ensuite auprès des chambres d'agriculture, des syndicats professionnels, etc. Et est-ce que ça, c'est des sujets sur lesquels vous êtes associés, vous, aussi dans vos réflexions en termes d'évolution des filières? Que tu nous parlais, par exemple, de la forêt bois, on voit que ça a des impacts aussi, la forêt elle est en train de changer. Du coup, ça va forcément aussi avoir des incidences sur la ressource. Est-ce que ça, c'est des choses, même si vous êtes moins sujette sur l'objet de la filière, parce que vous êtes plutôt sur la question des emplois. Mais est-ce que ça, c'est des sujets sur lesquels vous êtes associés ou vous posez des réflexions? Non, c'est vrai qu'on n'est pas forcément associé sur ces questions-là, et c'est pour ça aussi qu'on s'associe vraiment à la branche professionnelle pour avoir aussi le côté technique et les enjeux plus larges que ceux de l'emploi. On se complète en fait chacun avec ses expertises. Donc on en entend parler, mais on n'est pas forcément associé aux échanges sur ce sujet-là. Ok, merci. Merci pour cette intervention. Alors, effectivement, on aura l'occasion d'y revenir. On viendra apporter des ressources complémentaires quand certains projets auront été un peu plus développés. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se prévaloir d'une action sur les quartiers sans aborder en fait une approche plutôt filière. Et je note en tout cas aussi l'intérêt de croiser des territoires. Et la filière, ça se construit sur des territoires plus vastes que le bassin de vie. Donc la coopération, effectivement, elle est plutôt saine. Donc, merci en tout cas pour ces apports. On arrive à 15 heures. Je vais peut-être laisser la main à mes collègues pour des éléments peut-être de conclusion ou peut-être quelques questions. Je ne sais pas, Mathieu dans le chat. Alors, il n'y a qu'une question actuellement, c'est juste pour Caroline. Mais après, peut-être que Caroline peut directement répondre dans le chat parce que c'est une question relativement succincte et numérique. Voilà. Merci Mathieu, merci Frédéric. Donc, je laisse à la collègue de Strasbourg le soin de répondre au nombre d'emplois créés par l'action qui a été présentée. C'est l'heure de conclure. Donc, c'est quelques mots de conclusion. Donc, aujourd'hui, c'était un premier temps sur le sujet de la transition écologique et de l'emploi. On avait besoin d'un peu d'un temps macro et descendant, mais on aura d'autres rencontres, que ce soit au niveau national ou en région. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire.
Le deuxième, c'est rappeler donc que dans chaque région, il y a un centre de ressources sur la politique de la ville et à vous tous, où que vous soyez, vous avez une structure d'appui en proximité régionale, on va dire, pour vous aider à répondre à des problématiques, à avoir des ressources, à pourquoi pas avoir un accompagnement plus particulier. Vous serez bientôt destinataire d'une restitution de cette rencontre, avec le replay, avec les ressources, avec enfin, une agglomération de différentes données qu'on va vous faire bientôt et surtout on vous invite à les partager largement dans vos réseaux, des collègues qui n'auraient pas pu assister à la rencontre aujourd'hui. Un mot sur notre prochain rendez-vous dans ce même format. On prépare pour l'automne un webinaire sur le rapport au travail qui a considérablement changé ces dernières années. Et on va se demander comment les recruteurs publics, privés et le service public de l'emploi, au sens large du terme, s'adaptent à ces mutations et comment le territoire peut jouer un rôle pour apporter des réponses coordonnées à cette évolution qui est assez forte et assez perturbante. Je vais m'arrêter là. Le dernier mot, c'est pour dire merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire, aux témoins qui ont donné de leur temps et qui ont donné de leur matière grise pour alimenter ce webinaire, et puis aux centres de ressources qui ont préparé et animé ce temps. Donc, on vous dit à très bientôt et restez connectés à nos actualités à travers l'actualité du réseau national des centres de ressources et aussi vos centres de ressources respectifs en région. Merci beaucoup et à très bientôt.